bonsoir à tous. Alors, je vois que les plus actifs sont déjà dans les starting blocks. Donc, bonsoir Dom, bonsoir Gérard, bonsoir Hervé, bonsoir Alexandre, bonsoir M1963, bonsoir Béatrice, qui a reçu son calendrier, je suis contente. Bonsoir Anna. Alors, Anna qui vient déjà avec des questions, semble-t-il. Wow, vous êtes vraiment au taquet. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout va bien? Bonsoir André. Vous recevez bien le son, tout est ok sur Telegram. Donc je suppose que ça doit être la même chose sur VK, il n'y a pas de raison. Bonsoir Christina. Alors... Ok, tout est ok. Bonsoir Evelyne, bonsoir Béatrice, qui dit que tout est ok. Alors on va pouvoir commencer. Alors... On va pouvoir commencer. Donc on va parler de la situation sur le front. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Comment dire? De choses qui sont dites et contredites concernant la situation sur le front, entre autres concernant le fameux chaudron de Pokrovsk-Mirnograd. En fait, c'est plus le chaudron de Mirnograd que celui de Pokrovsk, en réalité, parce que Pokrovsk a déjà été prise à peu près à 90% par l'armée russe. C'est la ville voisine de Mirnograd qui se retrouve encerclée. On va en parler carte à l'appui parce que j'en ai qui m'ont posé des commentaires sur base d'informations publiées par les médias français, si vous voulez. J'avais un peu envie, comment dire, de pleurer, hein, voilà. Hein, quand on nous explique que non, la ville n'est pas encerclée, que si, bon. Alors, je vais vous montrer sur la carte pour que vous compreniez bien la situation. Voilà, donc ça c'est la situation à Pokrovsk. Donc Pokrovsk est ici, juste là. Ici c'est Rodinskoye, hein, dont je vous avais déjà parlé. Et donc là vous avez Mirnograd. Alors contrairement à ce que vous racontent donc les médias français, vous voyez que la zone pour passer de là à ici, hein, donc de la partie encore là au nord de Pokrovsk, qui est encore sous contrôle de l'armée ukrainienne, vers Mirnograd, j'ai calculé, vous avez à peu près 600 mètres. Voilà, vous avez 600 mètres entre ces deux zones. Même moins ici, vous avez 300 mètres. Bref. Donc vous vous rendez bien compte que la place pour passer ici, elle est toute petite. Hein. C'est un champ. Enfin, je veux dire, vous passez à travers champs. Il n'y a plus de grandes routes qui desservent Mirnograd. Toutes les routes qui mènent ici, donc celles qui passent là, celles qui passent là, sont toutes sous contrôle russe. Donc vous imaginez bien que vous pouvez pas faire passer une colonne de blindés hein, par ce truc-là. Voilà, ça c'est des champs. Voilà, vous voyez, c'est vert, c'est des champs. Voilà, c'est des champs. Là, c'est un cimetière. Voilà, la place pour passer. Voilà, je vous explique. Ça tire depuis les deux côtés. Hein. Donc cette zone-là est ce qu'on appelle une route de la mort. Hein, voilà, c'est ce que je disais l'autre fois. Même s'il y en a qui tentent effectivement de rentrer, bah c'est comme jouer à la roulette russe avec un barillet dans lequel vous avez déjà 5 balles. C'est à peu près ça. Donc il y en a qui essayent, hein, l'armée ukrainienne continue d'essayer d'envoyer des renforts, mais ça ne fait qu'augmenter ses pertes, parce que en fait les gars peuvent pas être approvisionnés correctement dans cette poche. Résultat, ça commence quand même à se rendre en quantité assez importante.
Et donc, bah, la situation pour, il y a plusieurs brigades hein, qui sont à l'intérieur. Et la situation est très très mauvaise. Alors, Thierry qui demande quid des filets anti-drone au-dessus de la route. Bah déjà là, il n'y a pas de route en fait. C'est aussi simple que ça. Vous le voyez sur la carte. Ça, c'est pas une route. Hein. Ça, c'est des champs. Là, vous devez traverser la route. Voilà. Et là, c'est de nouveau des champs. Donc déjà là, ça devient compliqué. Là, ça, c'est la première chose. Concernant les autres routes où potentiellement, par exemple, ici, vous pouvez avoir effectivement sur cette route-là, potentiellement des filets anti-drone, c'est des filets genre filets de pêche. C'est pas des filets en métal. C'est pas du titane renforcé. Hein. C'est du filet genre filet de pêche. C'est pour ça que là, en France, sur les côtes bretonnes, là, ils sont en train de récupérer les vieux filets de pêche endommagés pour les envoyer en Ukraine. Parce que c'est très efficace contre les petits drones. Leurs hélices se prennent dans les mailles du filet et donc des fois vous avez ça vous donne des trucs un peu rigolos comme des gros insectes pris dans une toile d'araignée quand on roulait en région de Koursk avec les gars de chez Armat, on avait plusieurs endroits comme ça où tu voyais sur la route t'avais 2-3 drones qui s'étaient pris dans la toile à peu près au même endroit et donc t'avais vraiment l'impression d'une espèce de paquet comme ça comme quand t'as plusieurs insectes hein, qui se sont fait emballer dans une toile d'araignée. Ben là c'est à peu près la même chose. Voilà. Bonsoir d'ailleurs Thierry, bonsoir Frucat. Alors, donc, vous voyez, pour passer ici, c'est très compliqué. Hein. Donc, les quelques-uns qui arrivent peut-être à rentrer là-dedans, de toute façon, ils vont soit mourir, soit se rendre dans la poche. C'est complètement ridicule. Alors, la question que donc nous posait un des auditeurs cette semaine, c'était mais comment est-ce qu'ils ont pu être assez bêtes, en fait, pour se laisser enfermer là-dedans? Mais c'est comme à chaque fois qu'ils se font enfermer dans un chaudron. C'est-à-dire que la stratégie militaire de l'Ukraine n'est pas conditionnée par des considérations tactiques, mais par des considérations médiatiques et politiques. En clair, Zelensky préfère laisser ses hommes à une mort certaine pour continuer à prétendre quelques jours de plus que il a toujours le contrôle sur Pokrovsk, pour pouvoir continuer à demander de l'argent, des armes, de l'argent, des armes, de l'argent, des armes, et essayer d'obtenir, d'entraîner l'OTAN dans le conflit aux côtés de l'Ukraine, plutôt que de sauver la vie de ses gars. Voilà, il en a rien à foutre de la vie de ses soldats, mais strictement rien. Et Sirski, le chef de l'armée, c'est le même. Ce mec est un taré. Voilà, il en a rien à faire. Ce sont des gens qui n'en ont strictement rien à faire. Voilà, donc eux, leur but c'est pas le bien-être de leurs soldats. Voilà, leur but c'est continuer à s'en mettre plein les poches en donnant une image enjolivée de la réalité. Et pour ça, ils sont prêts à continuer à envoyer des renforts pour essayer de débloquer ce chaudron, alors que ça n'a strictement aucun sens. Alors, question, donc ces filets, ça fait pas le poids pour un missile ou une roquette ou des drones, bombes philo-guidées. Ah bah non, clairement, vous balancez une salve de grade sur la route, les filets finissent déchiquetés, éventrés, éparpillés, dispersés façon puzzle, et bah, vous avez plus de protection, quoi. Ça ne tient que contre les petits drones, quoi. Un Baba Yaga, alors les Baba Yaga, je rappelle, c'est des très gros drones qui peuvent porter plusieurs obus de mortier, par exemple. Bah ça, il te lâche un obus de mortier sur le filet, c'est terminé, pouf à pu, quoi. Donc non, ça résiste pas du tout. Christiane qui dit est-ce qu'on en sait plus sur l'opération Midas? Ça j'en parlerai après. Il n'y a pas d'opération Midas, je sais pas d'où ça sort cette histoire. C'est pas le grand nettoyage encore en Ukraine. C'est juste un levier de pression.
Donc voilà, donc là la situation, vous voyez, on est vraiment sur un encerclement. Ici, vous avez à peine quelques centaines de mètres. Hein. Voilà. C'est-à-dire que les mecs qui sont là et ceux qui sont ici, ils se voient. Hein. Donc vous imaginez bien que passer à travers ça, bah, bonne chance. Hein. Bonne chance. Donc les gars sont en train de se rendre et ici et à Kupiansk. Là, je viens de voir passer une vidéo que je vous publierai juste après le direct. Où on a 3 soldats ukrainiens de la 116e brigade qui sont rendus près de Kupiansk. Donc vous voyez ici ça va bientôt se terminer. Vous voyez, on est déjà rentré ici dans la partie sud de Mirnograd. On est rentré ici dans la partie nord. C'est plus qu'une question de temps, voilà. Alors là où ça bouge, surtout là sur le front, c'est plus au sud. C'est là. Je vous avais dit là que ça avait commencé à bouger dans cette zone-là. On avait pris ici Uspienovka. Et ben là, vous regardez, on vient d'avancer de manière magistrale sur plusieurs kilomètres cette semaine. Entre autres, donc Slatkoye, Rovnopolier, Novouspienovskoye ici. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a un truc qui est en train de se dessiner. Bah oui. Oui, c'est ce que je vous disais, on est en train d'avancer au nord de Gouliaï-Polier pour former une magnifique pince. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit la semaine dernière lors du SITREP, toute la zone Gouliaï-Polier, Orykhov, etc., c'est une zone qui a été très très fortifiée, minée à mort. Dès 2022-2023, surtout après la grande contre-offensive ratée de l'armée ukrainienne, ils ont bien entendu bétonné tout ça à mort. Donc au lieu d'y aller frontalement, qu'est-ce que fait l'armée russe ? Elle passe au nord. Voilà. Elle passe au-dessus, et donc là on voit clairement ce mouvement qui est en train de se dessiner là, en face d'Uspienovka. L'armée russe a percé sur plusieurs kilomètres très rapidement. Il y avait en fait plein de positions qui étaient vides. C'est-à-dire qu'en fait il y avait plus de soldats ukrainiens dessus. Tout simplement parce qu'ils en ont plus assez. C'est ce que je vous avais dit, ça commence à craquer à certains endroits, et l'armée russe en profite. Donc là je pense qu'on va continuer jusqu'à Varvarovka qui est ici, et on va couper la route nord qui mène à Gouliaï-Polier. On a déjà ces deux là sous contrôle, et puis après il restera plus qu'à couper peut-être celle-ci, peut-être ici, et puis là la ville sera complètement coupée au niveau des grosses artères. Donc là ça avance, région de Dnipropetrovsk, on avance aussi, hein, on avance, donc là on a la ville de Pokrovskoye, hein, donc oui, ils sont pas très originaux, Pokrovskoye, mais là vous voyez qu'on avance ici, vers la route, on a coupé en fait la route qui relie Pokrovskoye à Gouliaï-Polier. Donc là aussi on avance là, et puis on va couper les routes logistiques au maximum, mais Dnipropetrovsk ça avance bien, hein. Donc la situation sur le front est devenue très très dynamique à cet endroit-là. Et puis là je vous avais parlé de Stepnogorsk, vous voyez, pour Stepnogorsk on a bien progressé. La semaine dernière on était ici en bas au sud, et donc là maintenant vous voyez ces deux cornes là qui se dessinent de percer. Donc là, les Ukrainiens qui sont là, je leur conseille de pas écouter les ordres de Zelensky et de Syrski, et de battre en retraite ou de se rendre. Comme ça, au moins, ce sera terminé de se les geler dans des tranchées abandonnées par son commandement. Vous irez attendre la fin de la guerre en prison, au chaud, 3 repas garantis par jour, et vous resterez en vie. Voilà. Donc ça bouge, vous voyez, sur tout ce secteur-là, ici, et donc ici on continue de refermer la poche sur Mirnograd. Konstantinovka aussi, vous voyez, on continue d'avancer là, dans la partie sud-est de la ville, donc ça aussi ça avance. Et puis Liman, on est, c'est simple, Liman, on est aux portes de la ville. Voilà, Krasny Liman est ici. On a pris toute la zone forestière là qui est à l'est. Donc ça avance contrairement à ce que vous racontent les médias occidentaux.
Voilà, Kupiansk, vous voyez, ben, on continue, on a avancé, on a pris toute une grosse zone là, ici, puis on continue à descendre vers le sud. Et ici, ben ouais, ça finit par se refermer. Hein. Et là, vous avez une rivière, hein, ce qui forme une belle barrière naturelle. Donc là, ceux qui vont se retrouver là-dedans et là-dedans, ça va pas être fameux. Hein. Ça va pas être fameux. Donc voilà la situation. Donc, contrairement à ce que vous racontent les médias français ou je sais pas quoi, bon, ça, ça devient très 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 mauvais pour l'Ukraine. Mais ça, je l'avais dit, je l'avais prédit. Hein, je veux dire, j'ai pas envie de vous dire j'avais raison, mais j'avais raison. Euh, hop, les choses comme elles sont. Ce qui se passe là, c'est que alors, on pensait avoir éliminé tous les Gugus du GUR. Vous savez, les services de renseignement, là, les troupes d'élite qui avaient été héliportés près de Pokrovsk. Mais il y en a un, il y a un couillon qui a survécu et on l'a attrapé, on l'a fait prisonnier. Donc ça aussi, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'il raconte. J'ai pas eu le temps de voir la vidéo avant de venir, mais ça, je vais regarder. Je pense que ça va être intéressant d'analyser un peu ce qu'il dit, quelle était leur mission. À mon avis, c'est le plus intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-dedans pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé cette douzaine de crétins sur ce qui est un chaudron bien fermé, comme vous pouvez le voir. Hein, je veux dire, y a vraiment quelques centaines de mètres. Je vous dis, c'est vraiment de la roulette russe. Hein, c'est une route de la mort. Essayez de se glisser là-dedans. Donc, c'est pas, ils vont pas arriver à briser l'encerclement là. Ils vont pas y arriver. Ça va. Il y a des tentatives de contre-attaque vers Rodinskoye, des choses comme ça, mais ça change pas la dynamique. Et, tu vois, ils reprennent 3 maisons, on les extermine, ils reculent. Bon, c'est voilà, on est sur une dynamique comme ça, mais ça va pas changer la donne. Alors, combien d'Ukrainiens coincés à Pokrovsk? On estime entre 700 et 1300, à peu près. Entre 700 et 1300, donc qui viennent de plusieurs brigades, dont certaines étaient des brigades d'élite, genre parachutistes. La fameuse 155e brigade Anne de Kiev, oui, celle qui a été formée à coût d'1,5 milliard d'euros en France aux frais du contribuable, c'est-à-dire de vous, et dont la moitié avait déserté avant même d'atteindre la ligne de front. Les autres, ils ont fini dans cette poche. Voilà, donc ils sont là-bas. Donc, comme vous pouvez le voir, votre argent a été très bien utilisé, encore une fois, par Macron. Donc voilà. Christina qui dit sur réseau international, les Russes envoient des missiles sur Odessa et Kiev est dans le noir. Oui. C'est difficile de tout suivre parce que là, maintenant, en fait, déjà les bombardements sur l'Ukraine sont quotidiens. C'est-à-dire toutes les nuits, vous avez des frappes, drones, missiles, combinés, toutes les nuits. Et on parle de plusieurs centaines de drones et plusieurs dizaines de missiles par nuit. Donc oui, la situation en Ukraine est très mauvaise. Certains membres du gouvernement ukrainien ont même recommandé aux gens en fait de fuir Kiev cet hiver, d'aller se réfugier à la campagne, parce que souvent à la campagne c'est des maisons un peu comme la mienne où vous avez le vieux poêle à charbon qui a pas besoin d'électricité pour tourner, parce qu'en fait ils sont pas sûrs d'arriver tout simplement à fournir du chauffage à toute la capitale cet hiver. Ils n'arrivent déjà même pas à fournir de l'électricité en permanence. Il n'y a pas que Kiev, plusieurs grandes villes ont des gros problèmes d'électricité. La Russie a frappé les centrales thermiques, entre autres les centrales thermiques de Kiev, les centrales 5 et 6, pardon. Si vous voulez, et sur un certain nombre de grosses sous-stations électriques qui font que en fait le système n'arrive plus en fait à. Ils ont beau essayer de réparer. Le système n'arrive plus en fait à être réparé. On en est à un point où
la déstabilisation du système énergétique ukrainien est telle que c'est irréparable en l'état. Voilà, c'est-à-dire que enfin, tu peux essayer de réparer, il va y avoir une nouvelle frappe le lendemain et tout ce que tu as réparé va partir en fumée. Le but c'est pas de frapper la population, le but est d'empêcher les usines militaires tout simplement de tourner, oui. D'empêcher les trains d'amener soldats et armements sur le front. C'est malheureusement, voilà, c'est comme ça. Donc oui, en Ukraine, on a vu des images où ils ont même sorti des vieilles locomotives à vapeur. C'est bon. Bon, je pense pas qu'ils en aient beaucoup encore en stock. On va pas aller bien loin avec ça. Mais effectivement, les autorités ont recommandé aux gens de quitter les grandes villes cet hiver et d'aller se réfugier à la campagne, en gros chez les grands-parents, chez les parents, ceux qui ont des maisons qui peuvent se chauffer sans électricité, tout simplement. Et donc effectivement, Christiane qui dit, et on n'est pas encore en hiver, ah bah nous on y est déjà, si vous voulez. La saison de chauffage, nous, elle a déjà commencé. Il fait pas encore super froid, mais enfin, il fait quand même déjà frisqué quand même. Hein. Oui, Thierry, le sol est pas encore gelé, on est bien d'accord, mais c'est déjà l'hiver. Donc il faut déjà chauffer les maisons, tu peux pas vivre. Voilà. Ouais, Christina qui dit ici il fait 17. Ah mais non, il fait pas 17. La nuit il fait 5-6 ici. Hein. Là, c'est déjà l'hiver. C'est déjà l'hiver. Bonsoir Marie-Christine, je vois bonsoir Louis Brulard. Bonsoir Sclé. Dom qui dit le paradoxe de n'en avoir rien à faire de la vie de leurs soldats, c'est qu'ils en manquent tellement qu'ils doivent bussifier à fond. Aucune logique là-dedans. Ah oui, non mais je te dis, c'est là qu'on voit que la stratégie militaire de l'Ukraine n'est pas définie par quelqu'un qui est compétent. Et c'est en ça que je vous dis que quand il y en a certains qui appellent à l'élimination de Zelensky, ce serait pas dans l'intérêt de la Russie. Parce que si Zelensky est remplacé par un mec comme Zaloujny, hein, je rappelle, donc ex-chef des armées qui a été envoyé jouer les diplomates à Londres, là, ça serait déjà un poil plus dangereux, si vous voulez. Parce que là, ça serait un gars quand même qui a une bien meilleure connaissance, on va dire, des réalités militaires, stratégiques, tactiques, etc. Et clairement, il est quand même beaucoup moins lèche-cul que Sirski. C'est-à-dire que Sirski est prêt à faire absolument tout ce que Zelensky lui ordonne, même s'il sait que ce qu'il lui demande, c'est de faire de la merde et d'envoyer ses hommes au casse-pipe. Mais Zaloujny, beaucoup moins. Donc clairement, avoir quelqu'un comme Zaloujny à la place de Zelensky serait quelque chose de négatif. Bonsoir, Divda. Vu le contexte, est-ce le début de la fin pour la méotano-kievienne? Je pense que cette guerre doit finir au plus vite, les Européens voulant absolument en découdre, quitte à disparaître. Alors, le début de la fin, c'est le tout début de la fin. C'est comme je vous ai dit, là on commence à voir des fissures dans la ligne de front. C'est pas encore des grosses fractures. C'est-à-dire, là on peut pas faire des percées sur 50 km en une journée. On en est toujours par là. Les drones ukrainiens continuent de voler, c'est toujours une menace. Mais ça commence. C'est-à-dire que c'est là où on commence à voir les premiers craquements. Hein, on avait eu cette percée au nord de Pokrovsk. Là, on a maintenant cette percée au nord de Gouliaï-Polier. Ça commence à craquer vers Volchansk, ça commence à craquer en région de Soumy, c'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, vous avez certaines portions du front, il n'y a plus assez de soldats pour tenir toutes les positions, et donc dès que les Russes s'en rendent compte, ils exploitent cette faille, et ils rentrent dedans.
Bon, mais effectivement, dès que les Ukrainiens voient qu'ils ont pénétré un endroit, bah, ils envoient des renforts à cet endroit-ci, mais ils sont obligés de dégarnir une autre zone. Et vous voyez, là, ça commence à devenir le jeu du je déshabille Paul pour habiller Jacques, puis je déshabille Jacques pour habiller Martin, et puis je déshabille Martin pour habiller Paul. Enfin, vous voyez, c'est à un moment, ça tourne en rond. Hein, donc là, ça devient ça devient un peu compliqué. En 1963, quelqu'un a dit qu'on ne comprend pas notre monde actuel si on oublie l'électricité. Ben oui, c'est devenu un élément incontournable de notre vie actuelle. Sans électricité, ben vous n'avez pas de frigo, vous n'avez pas de four micro-ondes, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas d'internet, vous pouvez pas recharger votre téléphone, vous n'avez pas de réseau sans fil, hein, sans électricité, vous n'avez pas de train qui circule, les usines ne peuvent pas fonctionner, les pompes et les stations de filtration de l'eau ne peuvent pas fonctionner non plus, etc., etc., etc. Bonsoir Moon. Alors, bonsoir Paco, pouvez-vous nous dire ce qu'Angelina Jolie est allée faire en Ukraine? Un tour de propagande qui a mal tourné vu que son chauffeur garde du corps a été pas loin d'être envoyé au front. Les Ukrainiens sont incroyables et elle nous fait croire que l'Ukraine va remporter la guerre. Oui, alors oui, j'ai vu ça. Angelina Jolie qui est venue... très sincèrement, je sais pas si elle est juste idiote ou si elle a touché un chèque pour ça. Ou les deux. Très sincèrement, c'est pas la première. On a eu Sean Penn, on a eu... qui c'est qu'on a eu encore dans les grandes stars qui est allé se trimballer là-bas, bref. Bon... Comme ça, ils y vont, ils font les gens concernés. Bon, effectivement, pour elle, il y a eu un moment où ça a été devenu désagréable, hein, puisque, comme l'autre journaliste du journal de The Sun, elle a vu son chauffeur se faire bussifier. Il y a des rumeurs comme quoi elle aurait dû payer pour le faire libérer. Enfin, c'est du grand délire. Je vous dis, ils en ont plus rien à faire. Ils sont vraiment en mode folie furieuse. Alors, Patrick il dit les Russes avancent grâce au brouillard qui les protège des drones, mais c'est pas tous les jours. Hein. On a eu un jour où effectivement les gars ont pu grandement progresser à Pokrovsk grâce au brouillard. Parce qu'effectivement, si vous avez un brouillard épais, faire voler le drone, vous avez une bonne chance de le perdre. Et quand vous voyez ce que ça coûte, ces petits machins... Bon, vous pouvez pas trop vous le permettre. Donc, quand il pleut aussi, les drones ne peuvent pas voler. Quand il pleut, quand il y a du brouillard, voilà. Donc ça, ce sont des moments où effectivement, vous pouvez effectivement, passer justement entre les gouttes entre guillemets. Avec les problèmes électriques, ils ne peuvent plus transvaser les soldats en train. Comment vont-ils les déplacer sous la surveillance des drones russes? Ce qu'ils font, c'est comme nous. C'est-à-dire qu'ils ne déplacent plus de grands groupes de troupes. D'ailleurs là on le voit, les gars qui se sont rendus en région de Kupiansk, ils étaient 3. Ils ont expliqué qu'au départ ils étaient un groupe de 5 qui ont été envoyés depuis les positions. Ils envoient les mecs par petits groupes de 3 à 5, maximum 6 mecs. Pas plus. Et les gars avancent très dispersés. Pour que si jamais il y en a un qui se fait attaquer par un drone, que les autres arrivent à survivre. D'ailleurs, les 3 qui se sont rendus ont expliqué que les 2 autres sont morts justement lors d'attaques de drones. Pendant qu'ils étaient en train d'aller vers l'endroit où nos gars, les ont fait prisonniers, quoi. Donc, ils étaient 5, il n'en restait plus que 3, et les 2 autres sont morts sur la route, quoi. Ah oui, Van Damme, voilà, Christiane qui me dit c'est Van Damme, c'est ça. Je me souviens bien qu'il y en avait un qui était allé. Je pense sincèrement que tous ces artistes touchent de l'argent pour aller.
Je pense qu'ils se font payer. Vous savez, c'est comme quand on paye des gens qui sont très riches qui payent des chanteuses pour s'offrir un concert privé pour son anniversaire ou des trucs comme ça. Vous voyez, c'est des prestations. Hein, ces gens-là font payer leur célébrité. Alors, bonsoir Christophe. Ouais, Dom qui dit tous les people qui sont allés faire le show en Ukraine ont été payés, je sais plus quel journaliste l'a prouvé. Ouais, mais ça m'étonne pas. Je vous dis, ces gens monnaient leur célébrité. Ah, tu veux que je défende ta cause? Vas-y, à boule le fric. Bien entendu. Bien entendu. Hein, c'est horrible. Je veux dire, ces gens-là comment dire, se vautrent dans la fange en s'exposant avec Zelensky. Je veux dire, Zelensky qui a encore été voir je sais pas quelle unité, et bien entendu, il n'y a pas eu moyen de faire photos et vidéos sans qu'on se retrouve avec des symboles SS sur les drapeaux, sur les chevrons, sur les... Mais par ça, il n'y a pas de nazis en Ukraine. Bon. Alors, concernant ce que vous appelez l'opération Midas. C'est pas une opération Midas. Qu'est-ce qui se passe? Le Naboo, donc le Naboo, non pas Star Wars, le Naboo, hein, donc qui est le bureau anticorruption, d'enquête anticorruption ukrainien, a fait arrêter un certain nombre de gens proches de Zelensky pour corruption, détournement de fonds, tout ça. C'est pas une opération Midas. C'est un coup de pression. C'est-à-dire que Trump est en train de mettre un coup de pression à Zelensky. Pourquoi? Ben parce que Trump est en train de chouiner que donc les négociations n'avancent pas. La Russie dit nous on est prêt à reprendre les négociations à Istanbul quand vous voulez. Et qu'est-ce qu'a répondu Zelensky? Enfin, les gens de son gouvernement. Non, pour l'instant, le processus de négociation est suspendu jusqu'à la fin de l'année, soi-disant que lors des sessions précédentes, la délégation russe avait humilié la délégation ukrainienne quand Medinsky, donc qui est un assistant de Vladimir Poutine, avait donné un cours d'histoire, alors soi-disant selon eux révisé. En réalité, c'est Medinsky leur a donné un vrai cours d'histoire. Le mec est historien, si vous voulez. Il est un petit peu plus compétent que cette bande de guignols dans ce domaine. Je les encourage à aller lire les bouquins que Medinsky a écrits sur l'histoire de la Russie. Ça les éduquera peut-être un petit peu. Et donc, ils n'ont pas apprécié le petit ton paternaliste. Et donc, ils ont dit que puisque c'était comme ça, jusqu'à la fin de l'année, non, ils retourneront pas à Istanbul. Et ça embête Trump. Ça embête Trump. Pourquoi? Parce que Trump n'est pas un idiot. Que comme je vous l'ai dit, plus les négociations mettent du temps à commencer sérieusement, plus le deal qui sera mis sur la table de la part de la Russie sera défavorable pour l'Ukraine, hein, plus la Russie avance et plus elle va réclamer de régions. Hein, voilà, je vous l'avais dit, ça Trump en est conscient. Et donc il est conscient que si à un moment Zelensky continue comme ça, ça va se terminer avec la perte de toute la Novorussie, de Kharkov jusqu'à Odessa, voire de Kiev jusqu'à Odessa. Ce qui serait pas du tout à l'avantage des Américains et des Britanniques qui, je le rappelle, sont en train d'installer des bases militaires entre autres là-bas, à Outchakov. Donc clairement, lui, ce qu'il veut, il a compris que le temps joue pour la Russie. Et donc son idée, c'est vraiment de faire cesser les combats le plus rapidement possible pour sauver ce qui peut l'être, en fait. Pour essayer de sauver les investissements qui ont été faits et de pas tout perdre, en fait. Mais comme je vous l'ai dit, Zelensky a de son côté ses propres intérêts financiers, plus le fait de vouloir garder sa tête sur ses épaules, au sens littéral du terme, et donc lui il a pas envie. Donc là l'opération, ce que vous appelez l'opération Midas,
c'est qu'en fait le Naboo, qui est sous contrôle en fait des Américains, fout un petit coup de pression à Zelensky en lui disant écoute, cette fois-ci c'est ton pote Mindich qu'on a accusé. C'est pour lui montrer que personne n'est intouchable et que potentiellement il peut tomber de la même manière. C'est ça, en fait, tout simplement. C'est la diplomatie américaine façon mafia, quoi. Bon. Alors, Drick77, j'ai acheté des calendriers pour faire à Noël. Est-ce que vous avez aussi un moyen pour envoyer des cryptos pour aider? Oui. Oui, comment? Un portefeuille Bitcoin. Drick77. Je vous contacterai après pour envoyer l'adresse. Alors, on a d'autres questions. Avec le 19e train de sanctions, il n'est plus autorisé aux sociétés de voyage d'aider les touristes à venir en Russie. Ils ont probablement peur que les touristes se rendent compte de la vérité en Russie et mettent leur avis. Ah mais oui. Mais tout comme ça les arrangeait pas quand il y a eu le championnat du monde de football en Russie. Qu'est-ce qu'ils ont eu peur que les gens se rendent compte que la Russie était pas du tout ce que les médias occidentaux leur ont décrit. Alors, récemment, le journaliste de LCI était hyper jaloux du fait que Trump était d'accord d'apaiser les tensions par rapport à la Hongrie en ce qui concerne les sanctions sur le pétrole russe. Et ces journalistes traitaient ces dernières du pays de l'Europe le plus corrompu. Quelque temps après, gros scandale de corruption en Ukraine, leur bébé allié. Ben oui, mais bien sûr qu'ils vont essayer de dénigrer et Orban et Fico, qui ont une politique qui vise à défendre les intérêts de leur pays, hein. Et donc forcément, la bande de masochistes que sont Macron, Merz et tous les autres, peuvent pas tolérer ça. On est bien d'accord. Bon. Donc voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. L'Europe veut continuer, bien sûr, dans la voie guerrière. Donc on le voit, d'ailleurs, ils sont en train de faire de ces contorsions pour essayer de trouver les sous pour continuer à financer tout ça. On a un Merz qui dit qu'il veut rétablir le service militaire en Allemagne, etc. Bon, les mecs, faut qu'ils arrêtent. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Parce que ça va très mal se terminer. La dernière fois que l'Allemagne s'est réarmée et a voulu aller faire la guerre à la Russie, ça s'est terminé avec l'armée rouge à Berlin. Je dis ça, je dis rien. Vous faites comme vous voulez, mais ça va très mal se terminer. Comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein? Donc... Oui, j'ai vu ça, ce que dit Evelyne, les Hongrois ont porté plainte contre l'Union Européenne pour le fait que les mesures prises par l'UE desservent littéralement les États membres. Mais bien sûr, si vous payez aujourd'hui plus cher votre essence, votre gaz, votre facture d'électricité et de manière générale tout ce qu'il y a dans votre caddie, faut pas chercher bien loin, hein. C'est les fameuses sanctions. Vous payez pour ces sanctions. C'est des sanctions qui font plus mal à l'Union Européenne qu'à la Russie. Je dis pas qu'elles n'ont pas d'impact sur la Russie. Je dis qu'elles vous font plus mal qu'elles ne font mal aux Russes. C'est une catastrophe. Alors, Frédéric, si je peux me permettre, à mon sens, ce n'est pas tant que l'Ukraine risque de perdre tout le sud, y compris Odessa, c'est qu'il n'en sera pas autrement, sinon dans l'absolu, ça ne finirait jamais. Oui, mais en fait, s'ils se décidaient à signer maintenant, la Russie pourrait, on va dire, peut-être plus difficilement, si vous voulez négocier la prise d'Odessa.
Mais si ils attendent qu'on ait déjà pris Nikolaïev avant de réagir, bah là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Ça va devenir très compliqué. C'est ça le truc. Plus on avance, par exemple en région de Dnipropetrovsk, plus il y a de chances que la région va être réclamée aussi. Plus on progresse en région de Kharkov, plus il y a de chances que la région soit réclamée aussi. Vous comprenez un peu la logique à un moment. Patrick qui dit on peut constater que grâce aux puces des lave-vaisselle de l'Union Européenne, les Russes nettoient correctement les zones à laver. Ah bah ça c'est sûr. Elles sont bien lavées, elles sont bien dénazifiées. Y a pas de souci. Ça c'est, y a pas plus efficace pour ça. Bonsoir Gorka, bonsoir Frédéric. Donc oui, c'est malheureusement c'est là actuellement c'est les Européens qui poussent, c'est-à-dire avant c'était tout le clan Joe Biden, maintenant que c'est Trump au pouvoir, ce sont les Européens qui sont les plus en guerre. Sauf que ils ont pas les moyens de leurs ambitions financièrement, d'où le fait qu'ils essayent de trouver une entourloupe pour essayer de piocher dans les avoirs russes qui sont pour l'instant gelés. Mais le problème, c'est que la Belgique refuse d'endosser la responsabilité de tout ça, à juste titre, se dit en passant, parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, pour ceux qui auraient pas vu le dernier direct, si ils volent là-dedans, c'est Euroclear, qui est basé en Belgique, et donc la Belgique elle-même, qui vont se retrouver à devoir rembourser la Russie après le conflit. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qu'ils n'ont pas les moyens? Et que là, pour le coup, ça mettrait tout le pays en faillite. Pour plusieurs générations. Donc vraiment, clairement, j'espère que les Belges vont tenir bon là-dessus. Pour pas se laisser entraîner là-dedans. Parce que là, ça va très mal terminer. Hervé qui dit lui utilise la guerre en Ukraine pour blanchir le pognon et finir leur agenda 2030. Oui. Je vous ai dit, de toute façon, la guerre c'est bien pratique. Parce que quand il y a la guerre, vous payez pas vos dettes, vous pouvez les effacer. 2, tu peux prendre toutes les mesures de censure que tu veux sur ta population, ça passe crème. Donc 3, ça te permet de faire taire toutes les voix dissidentes. 4, donc potentiellement ça peut te permettre de te maintenir au pouvoir, on le voit avec Zelensky, il profite de la loi martiale pour ne pas organiser d'élection et rester à son poste bien plus longtemps que ce que son mandat autorisait, etc. Tout bénef. Drick qui dit je suis allé en Russie juillet 2025, Saint-Pétersbourg, Moscou, Toula, Minéral Noyer, je suppose, Nivodny, en train, il n'y a pas de problème en Russie. Oui. La Russie est un pays magnifique, son économie tient bon. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais elle tient bon. Les sanctions n'ont pas mis l'économie russe à genoux comme l'avait promis l'autre... comment je peux appeler ça? L'autre expert littéraire, là. Bref. Paco qui dit il y a quelques jours, Zelensky parlait de 60 Russes que l'Ukraine est en train de nettoyer à Pokrovsk. Oui, ça m'a fait rire. Oui, il faut que les Ukrainiens ouvrent les yeux, mais bon. Le problème, c'est que ces gens, vous-même vous comprenez qu'en Ukraine, les gens baignent littéralement dans une propagande permanente. C'est-à-dire que tous les médias dissidents, tous les médias d'opposition à Zelensky ont été fermés bien longtemps avant le déclenchement des hostilités début 2022, ça a été fait exprès d'ailleurs. Et les médias qui restent sont obligés de publier les infos officielles. Il n'y a pas de... quel que soit le programme que tu mets, en fait, tu obtiens les mêmes informations. Et donc les gens sont conditionnés pour croire à cette propagande par un matraquage que vous imaginez même pas. C'est pire qu'en France. Xavier qui demande
Quel autre échappatoire à l'Union européenne au déclassement? On n'a pas de terres rares, on n'a pas de fab pour les semi-conducteurs, on n'a pas de pétrole ni de gaz, on n'a pas la route maritime du Nord. Ben, l'UE aurait pu échapper au déclassement, en délocalisant pas toute son industrie en Chine et au Bangladesh, pour commencer. Ça c'est le premier truc. Et puis, en travaillant pour développer des secteurs, certes tertiaires, mais à vraie valeur ajoutée. Alors là, c'est pas le cas. Dans le domaine de l'IA, les Russes et les Chinois, ils sont loin devant. Hein. Surtout les Chinois. Hein. C'est pas des rigolos. Donc là, je vois pas comment ils vont échapper au déclassement. Ils pourront pas. Alors, André qui dit on n'a pas de pétrole et on n'a pas d'idées. Bah ouais, c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Et le monde est en train de changer d'une façon radicale. Et ça va être fini de s'engraisser sur le dos des autres. J'ai fait aujourd'hui une interview avec un homme politique du continent africain, que je vous publierai début de semaine prochaine, qui montre à quel point la France continue de piller ses anciennes colonies, avec entre autres le franc CFA, etc. Et donc, ça va se terminer. Et quand ça va prendre définitivement fin, ouais, là il va falloir en avoir des idées. Malheureusement, je pense que vous allez vraiment passer par une phase extrêmement difficile avant de vous relever. Malheureusement. Existe-t-il des taxes foncières en Russie, me demande Frucat. Alors, bon, je sais pas s'il y en a, parce que on n'a pas encore totalement tout intégré. Vous savez, même si on a intégré la Fédération de Russie en 2022, on a toute une phase de... Comment on pourrait dire ça? Transition. Pour l'instant, j'ai pas encore eu. Je sais qu'on a une taxe annuelle pour la voiture, mais c'est pas... c'est quelques milliers de roubles, c'est pas... Enfin, c'est quelques dizaines d'euros. S'il y a une taxe foncière, je pense que ça doit être à peu près la même chose. C'est pas monstrueux, si vous voulez. C'est pas des montants... C'est pas comme en France, si vous voulez, où vous avez des taxes foncières qui peuvent monter très vite à 1000, 2000, 3000 euros, des choses comme ça. Non. Ça y a pas. Ça y a pas. Hervé qui dit les Chinois nous ont dépassés dans tous les domaines, même l'environnement. Ben oui, ils ont retenu les leçons après avoir pourri l'atmosphère de leur ville. Eux, ils ont compris la leçon. Là-dessus, d'ailleurs, les soviétiques étaient visionnaires. Hein. Pour ceux qui sont jamais venus en Russie ou dans un pays de l'ex-Union soviétique, moi, un truc qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé, ça a été la quantité d'arbres. Dans chaque ville, vous avez des arbres partout. Excusez-moi. Vous avez des arbres, vous avez des parcs. Mais partout. Quand j'étais à Moscou, par exemple, près de l'endroit où il y avait le forum où j'ai été quand j'étais comme participante, vous avez ces très très grandes tours, c'est Moscou City.
Vous avez ces grandes tours, un peu comme qui ressemblent un peu au quartier de la Défense. Et pas très loin, vous avez un immense parc avec des étangs. Plein d'arbres. Des aires de jeu pour les enfants, etc. Et ça, c'est partout. Donetsk, Makiivka, vous avez plein de parcs. Vous avez plein d'arbres. Et en fait, il y avait des quotas. À l'époque soviétique, il devait y avoir tant d'arbres par kilomètre carré. Et donc, ils en ont foutu partout. Mais résultat, même une ville comme Donetsk, qui a quand même 1 million d'habitants, si tu comptes Makiivka avec, parce que les deux villes sont à coller l'une à l'autre, ça fait une grosse agglomération, ça fait 1,5 million. Il y a quand même beaucoup de voitures maintenant. On a des bouchons tous les jours, matin et soir. Même comme ça, l'air reste très respirable. Parce que les arbres filtrent. Et oui. Frucat qui dit aussi, ici on coupe les arbres sur des places pour les remplacer par des parasols coûteux. Ben oui, c'est ce qui est débile. C'est qui est débile. Mais donc ça par exemple, c'est des choses où effectivement on a de l'avance. Ouais, je dis, moi je suis inquiète pour tous mes auditeurs qui vivent toujours au sein de l'Union Européenne. Moi je suis inquiète pour vous. Ça me fait mal de savoir que là, j'ai vu que le gouvernement français donc augmente la CSG sur je sais pas quoi, va augmenter plein de taxes et compagnie. Alors, on en a aussi, hein. Là, ils vont augmenter la TVA, par exemple, ici. C'est pour ça que je dis, tout n'est pas non plus rose-rose, hein. Mais quand même, la situation est bien moins pire ici qu'au sein de l'Union Européenne. C'est de toute façon, je vous avais dit, hein, ils vont vous faire les poches jusqu'au dernier centime. Ça, ne vous leurrez pas. Ils vont vous dépouiller. Ils vont vous dépouiller de tout pour enrichir leurs petits copains. Et entre autres, les producteurs d'armes. Hein, ça, le complexe militaro-industriel va tourner un plein régime. Ne vous leurrez pas. Intéressant ce que dit Drick. Donc oui, qui a expliqué, oui, pour ceux qui veulent se rendre en Russie, n'oubliez pas que vos cartes bancaires, effectivement, ne marchent pas en Russie. Mais donc lui, il est passé par une carte mire virtuelle, avec l'appli YouMoney. Alors Drick, ça m'intéresse de savoir comment tu as transféré l'argent de ta carte française sur ta carte mire. Ça m'intéresse. Hervé qui dit on remplace aussi les arbres par des phallus géants à Paris. Oui, ne me parlez pas de cet arbre de Noël, s'il vous plaît. Vous allez me traumatiser. Non, mais c'est... Je vous dis, de toute façon, ils vont tout faire pour vous dépouiller, vous museler et essayer de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Ils sont bien conscients, hein, ne croyez pas qu'ils ne le savent pas, ils sont conscients que leur petit plan de l'Union Européenne est en train de s'effondrer joyeusement. C'est pour ça qu'ils partent dans une fuite en avant de plus d'Union Européenne, d'où le fait qu'ils veulent maintenant intégrer tous les pays les plus corrompus et les plus pauvres du continent, hein, du genre Géorgie, Ukraine, Albanie ou je sais pas quoi, ou Monténégro, enfin bon... Et Moldavie, la Moldavie, ils sont au coude à coude avec l'Ukraine en matière de corruption et de pauvreté. Je veux dire, vous vous rendez un petit peu compte du truc. Sur l'avenir de nous autres, comme dirait Orban, un miracle peut toujours arriver, je vous l'espère. J'espère que vous aurez droit à un miracle. J'espère. Parce que sincèrement, je vous dis, moi ça me fait mal de savoir que vous allez passer par cette phase d'enfer avant de pouvoir vous relever.
Malheureusement, j'ai vraiment peur que ce soit nécessaire pour ouvrir les yeux, je pense, d'une partie de la population qui veut surtout pas les ouvrir. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà quoi. Je ne comprends pas que des pays veulent encore rejoindre l'UE vu ce que c'est devenu. Ils sont maso, demande d'hommes. Mais non, ils sont pas maso. Parce que ces pays ne vont pas être des contributeurs nets. Ces pays vont être comme les pays baltes, comme la Pologne. Ils sont là pour sucer le sang. Ils sont là pour pomper le fric. C'est-à-dire, eux, ils vont en retirer d'énormes dividendes. Ils vont recevoir du pognon bien plus que ce que eux vont donner. Vous comprenez le principe? C'est la France ou l'Allemagne sont des contributeurs nets. Les autres, pour une bonne partie des nouveaux venus, hein, tous ceux d'Europe de l'Est, ce sont des bénéficiaires. C'est-à-dire que s'ils versent 1 milliard, ils en reçoivent 5. Vous voyez le truc? Donc pour eux, c'est tout bénef. Donc pourquoi ils voudraient pas rentrer dans l'Union Européenne? Ça permet de recevoir du fric, vous rigolez? Divda, faut arrêter de croire que les pauvres Français se font dépouiller à leur insu. Ça fait 10 ans que des lanceurs d'alerte les préviennent et ils ne bougent pas. Mais malheureusement, Divda, c'est pour ça que je crains qu'en fait, il faille ce passage obligé par une phase d'effondrement pour que justement, y ait cette phase de réveil. Parce qu'en fait, sans ça, les gens bougeront pas. Et si les gens bougent pas, bah, le système bougera pas non plus. Gorka qui dit, et Wagner, ils reviennent quand? C'est trop calme de ce côté depuis trop longtemps. Bah, Wagner n'existe plus. Wagner n'existe plus. Une bonne partie des gars de Wagner sont maintenant au sein, entre autres, des forces armates. Donc, par exemple, l'unité où moi j'étais en région de Koursk, c'était pas des Tchétchènes, ce sont d'anciens de Wagner, justement. Ce sont des anciens Wagnériens. Donc beaucoup en fait ont été dispatchés dans d'autres unités tout simplement. Divda qui dit quand on sait on a le choix, c'est juste qu'il est plus difficile à prendre, je suis totalement d'accord. Le choix on l'a toujours. Dom qui dit même bénéficiaire, ça s'appelle vendre son âme au diable, parce qu'il y a quand même destruction de tout ce qui fait un pays. Ben oui, mais il s'en fiche. Il s'en fiche. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous savez, les dirigeants vendent l'Union Européenne à leur population comme nos dirigeants nous l'ont vendu. L'Europe, ça sera la paix, ça sera la croissance, ça sera plus de chômage, ça sera le développement économique, ça sera les frontières libres, tout ce que tu veux. Souvenez-vous des slogans qui nous ont pondus pour nous vendre l'Union Européenne. Eh ben ils font pareil. Les dirigeants, eux, vont s'en foutre plein les poches, comme Zelensky actuellement. Voilà. Et puis ce qu'il arrivera de leur pays, mais ces gens s'en battent les steaks, pour rester polis, ils s'en foutent. D'accord? Macron s'en fout que la France plonge dans l'abîme. Il en a rien à faire. Lui, il se fait son beurre. C'est... Ne vous leurrez pas là-dessus. Alors, Gorka, ils sont en Biélorussie? Non, ils étaient pendant une période en Biélorussie, Wagner, après la mort de Prigogine. Enfin, déjà après la marche vers Moscou. Puis ensuite, en fait, ils ont été dissous et ils ont été dispersés dans d'autres unités. Alors, oui, mais la pub en faveur de l'UE ne peut pas marcher auprès des peuples qui peuvent voir ce qui se passe chez les anciens. Mais ils ne voient pas ce qui se passe chez les anciens. Ne croyez pas que les médias dans ces pays sont mieux que les médias français ou européens de manière générale. Ne le croyez pas. Les médias en Ukraine présentent l'Europe comme l'Eldorado.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein qui continuent, enfin, que l'hémorragie démographique continue en Ukraine. D'accord? Que ce soit en Ukraine ou en Moldavie, l'Union européenne est présentée comme l'Eldorado. Je veux dire, c'est le monde parfait. C'est le petit jardin de machin, là. Le jardin parfait face à la jungle. Et donc le truc, c'est que faut bien comprendre que de même qu'à une époque, on avait nos médias qui te présentaient les États-Unis de la même façon. Voilà, l'Eldorado, le rêve américain, machin. Bon après, à un moment, il y a eu quand même un peu un dessillage, mais voilà, c'est pas parce que vous ou nous on est conscient du merdier qui est devenu l'UE. Moi je vous le dis, hein, j'ai eu des conversations avec même des jeunes Russes qui sont bourrés d'illusions sur ce qu'est l'Union européenne. Moi j'en rigolais, je leur expliquais gentiment la réalité. Ils m'ont regardé en mode non mais ce que tu me racontes c'est pas vrai. Ben je dis mais vas-y. Si tu me crois pas que Paris est devenu une poubelle, que t'as des déchets partout et des hordes de rats qui courent entre les tas d'ordures, bah écoute, vas-y. Et puis on en reparlera quand tu reviendras, ma chérie. Mais je vous jure qu'il y a toujours ces illusions-là. Il y a toujours ces illusions-là. C'est terrible. Et c'est entretenu par certains médias, entre autres tous les pseudo-médias d'opposition, tous ces agents étrangers qui ont été flagués agents étrangers pour une bonne raison, c'est qu'ils entretenaient toute cette illusion de l'Occident magnifique, où tout va bien, c'est la démocratie, la liberté d'expression, et puis là-bas l'économie elle va bien, et puis voilà. Et certains sont nourris, biberonnés avec ces conneries. Donc ne croyez surtout pas que les populations en Moldavie ou en Ukraine ou en Géorgie sont au courant de la réalité de ce qu'est l'Union européenne. Gorka qui dit pas seulement à Paris, dans le sud c'est dégueulasse. Ah oui, non mais partout. C'est partout. Mais Paris, moi c'est le truc qui me frappe le plus si vous voulez, parce que bon, j'ai bien connu. J'ai bien connu l'époque où Paris n'était pas une poubelle géante. J'ai connu l'époque où Paris était une ville touristique, magnifique, relativement bien entretenue, voilà, où voilà, tu pouvais te balader dans la rue sans devoir faire un slalom entre des tas d'ordures comme si t'étais au beau milieu d'une déchetterie. Bon, voilà. Oui, Marseille, par exemple, oui. Marseille. Marseille, j'ai connu aussi. J'y ai vécu. Donc, oui, je confirme. Hervé qui dit les rats sont des surmulots, les punaises, c'est la faute à Poutine et ça passe. Ouais, non, mais ça j'ai vu, ça, le fait que les punaises de lit, ce serait la faute à la Russie. Ça, ça devient du délire. Aller à Nantes, non seulement c'est devenu dangereux et dégueulasse, mais il y a des travaux partout avec l'argent du contribuable. Oui, Nantes, oui, j'ai entendu que c'est devenu coupe-gorge. Et encore, les déchetteries sont bien plus propres et organisées, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça la situation. Et malheureusement, oui, ça va pas bien se finir, ni pour l'Ukraine, ni pour l'Union européenne. Et comme j'ai dit, hein, plus l'Ukraine traîne, plus elle va perdre de territoire. Donc voilà. Ça a été dit et redit. Hein. D'ailleurs, encore récemment, hein, les autorités russes l'ont dit. Attention. Plus vous faites traîner les négociations, plus le prochain deal qui sera mis sur la table, il vous sera pas favorable. Hein. Bah, le deal de 2022, ils perdaient potentiellement 2 régions. Deal de 2024, ils en perdaient 4. Bon, bah, deal de 2026, ils en perdent 8. Hein, si on continue comme ça sur la lancée. Bon, c'est comme ils veulent. Hein. Mais effectivement, de toute façon, si l'Ukraine perd l'accès à la mer Noire, ça devient comme
une valise sans poignée. Donc totalement inintéressante pour l'OTAN, etc. Donc voilà. L'éveil est long, mais il se fera, Christelle. Là, tu prêches des convaincus, du moins en ce qui me concerne. Ouais, je sais bien. Ce qu'il faut, c'est... Ce qu'il faut, c'est arriver à ouvrir les yeux des autres. Alors, j'ai vu que certains achètent mes calendriers ou mes livres pour ça. Donc, je vous en remercie. Je vous en remercie. Le roman se vend très bien, les calendriers aussi. Donc, merci à vous. Merci à vous. Je sais que certains en ont acheté plusieurs exemplaires pour offrir, pour essayer d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Donc ça, c'est la très bonne démarche. Bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà quoi. Les échanges tendus avec les roast beef. Quels échanges tendus avec les roast beef? Je sais pas. Je suis pas au courant. Donc voilà. On a déjà une bonne heure. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, encore un tout grand merci pour avoir été hyper actif ce soir. Je publierai la vidéo certainement demain soir. Demain soir, parce que je vais être occupé pas mal en journée. Mais demain soir, vous aurez certainement la rediffusion. Et puis, je vous retrouve dimanche pour le site-rep. Je le ferai concis, vu que j'ai déjà quand même abordé la situation sur le front. Donc, sauf gros changement, vous aurez un site-rep très très concis. Et donc, on se retrouve vendredi prochain pour le prochain Direct Airstream à 20h, heure de Paris, comme d'habitude. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.